Alors, bonjour à tous. Il est 11h30, donc on va pouvoir commencer ce webinaire consacré au sujet des solutions contre le gaspillage pour les industriels de la grande conso. Je suis ravie de vous accueillir sur ce premier webinaire Phoenix. Je vais commencer par me présenter. Je suis Marion Thénarguéard et je travaille sur les sujets marketing chez Phoenix. Et pour animer ce webinaire, je suis accompagnée de Marie Lauzet, qui est en charge du pôle client industriel chez Phoenix également. Alors, le gaspillage, c'est une réalité pour les industriels de la grande conso. Ils y sont tous confrontés, vous y êtes tous confrontés d'une façon ou d'une autre, avec des problématiques qui peuvent être différentes. Et pour aborder ce sujet aujourd'hui, on a choisi de donner la parole à deux entreprises qui ont mis en place des solutions concrètes pour agir contre le gaspillage. Ce sont deux entreprises qui avaient des problématiques complètement différentes, que ce soit au niveau des produits concernés ou des volumes concernés. Et ces entreprises ont mis en place des solutions elles aussi différentes et efficaces pour répondre à leurs problématiques de gaspillage. Donc, au programme de ce webinaire, on va passer 45 minutes ensemble. On va commencer par vous partager quelques informations sur le sujet du gaspillage dans l'industrie de la grande consommation. On accueillera ensuite Séverine Roulet-Furnemont, qui est directrice RSE et développement durable chez Pierre Fabre, donc acteur cosmétique et pharmaceutique, qui a mis en place du don de produits à des associations caritatives. Et on écoutera ensuite Jérémy Lombard, responsable logistique, et Félicie Fromentin-Tout-le-Monde, responsable RSE et communication interne chez Carambar & Co, qui ont mis en place sur leur usine de Bondu, dans le Nord, une grande vente anti-gaspi en fin d'année 2020 sur l'application Phoenix. On se prévoit une session de questions-réponses en fin de webinaire d'une dizaine de minutes. Donc, je vous invite du coup à poser vos questions tout au long du webinaire dans la section spécifique pour les questions. Et on les traitera donc en fin de webinaire pour y répondre. Alors, avant de rentrer spécifiquement dans le sujet du gaspillage pour le secteur de la grande consommation, je voudrais prendre 2 minutes pour vous présenter Phoenix, ce que l'on fait dans les grandes lignes. Donc, Phoenix, c'est une start-up française qui a 7 ans aujourd'hui, une start-up qui, au quotidien, lutte contre le gaspillage, contre les gaspillages, contre toutes les formes de gaspillage alimentaire, non alimentaire, en aidant les professionnels à mettre en place des solutions adaptées, dédiées, pour venir répondre aux problématiques qu'ils rencontrent sur le sujet du gaspillage. Alors, en quelques chiffres, Phoenix, ce sont 120 000 repas sauvés chaque jour du gaspillage. C'est une présence dans 5 pays en Europe. Ce sont 200 collaborateurs engagés contre le gaspillage. C'est aussi un réseau de 1500 associations partenaires, plus de 10 000 clients à aujourd'hui. Et Phoenix, c'est aussi une communauté de plus de 1,8 million d'utilisateurs de notre application grand public. Alors, chez Phoenix, on intervient sur toute la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval. On a commencé il y a 7 ans avec la grande distribution. On a aidé les acteurs de la GMS à mettre en place des solutions pour éviter le gaspillage de leurs invendus au quotidien. Donc, c'est un secteur qu'on connaît extrêmement bien et avec lequel on travaille encore beaucoup aujourd'hui. Et puis, progressivement, on a étendu nos solutions pour pouvoir répondre aux problématiques de tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval. Et aujourd'hui, on travaille aussi bien avec des producteurs, des grossistes, que des industriels de l'agroalimentaire, des industriels du non-alimentaire, des acteurs de la distribution, mais aussi des petits commerces indépendants ou des restaurateurs. Alors, spécifiquement pour le secteur de l'industrie, de la grande consommation, on intervient avec différentes solutions complémentaires et on va pouvoir intervenir sur la partie à la fois amont avec un service conseil, donc là, essentiellement adressé aux directions RSE pour la mise en place de politiques RSE ou de stratégies d'économie circulaire.
Et on intervient aussi sur la partie aval avec des solutions concrètes d'action contre le gaspillage, telles que la mise en place et la gestion des process de dons aux associations ou la vente de produits sur notre application anti-gaspi. Voilà, je te passe maintenant la main, Marie, pour nous présenter quelques chiffres sur le gaspillage dans l'industrie de la grande conso. Donc, le gaspillage, c'est une réalité dans le secteur des PGC et on a choisi du coup de partager avec vous trois chiffres clés. 21%, c'est ce que pèsent les industriels et les logisticiens en termes de gaspillage sur la chaîne de valeur. Et c'est plus que le gaspillage au niveau des distributeurs et donc des magasins qui pèsent quant à lui 14%. Donc l'enjeu est important parce qu'en moyenne, le gaspillage représente plus de 0,5% du CA de l'industriel. On parle là uniquement de la valeur des produits, donc sans compter le coût de destruction, ni le coût des ETP qui le gèrent en interne. Donc l'écart type constaté d'un industriel à l'autre peut varier de 0,6% de son chiffre d'affaires jusqu'à 1% du chiffre d'affaires. Et c'est plus que les pénalités logistiques qui pèsent 0,5% du CA des industriels selon l'ILEC. Donc, dans le cadre d'une politique de retour, et si on regarde, on descend un petit peu la chaîne de valeur au niveau du PNL de l'industriel, le gaspillage, ça peut représenter jusqu'à 10% du résultat opérationnel de l'entreprise, notamment dans le cadre d'une politique de retour. Donc, les causes du gaspillage sont multiples, on les connaît, vous les connaissez, les écarts de prévision des ventes, la difficulté du process SNOP, les non-conformités, les litiges fournisseurs, clients, les essais industriels, les produits saisonniers. On a vraiment une multiplicité de causes qui viennent effectivement nourrir au quotidien et grossir les rangs du gaspillage tout au long de la chaîne de valeur chez l'industriel. Merci Marie. Autre sujet dont il est intéressant de parler, c'est le sujet du contexte réglementaire qui est en pleine évolution, qui a beaucoup bougé ces derniers mois et qui va encore bouger dans les mois et les années à venir autour du gaspillage et en particulier pour le secteur de l'industrie. Il y a trois choses que l'on peut mentionner. La première, c'est l'extension de la loi Garot aux industriels de l'agroalimentaire depuis janvier 2020. Donc la loi Garot, elle existe depuis février 2016 et elle concernait jusque-là uniquement la GMS. Aujourd'hui, elle a été étendue aux IAA et les obligations concernent notamment l'interdiction de rendre impropre à la consommation des invendus et l'obligation de nouer des partenariats avec des associations caritatives. Le deuxième élément qu'on peut mentionner, c'est la loi AGEC, qui là, pour le coup, va concerner les industriels du non-alimentaire. Et donc, à partir du 1er janvier 2022, sera interdite la destruction des invendus non alimentaires, donc pour certains secteurs, et pour d'autres secteurs, ce sera 1 an plus tard. Dernier point, le label national anti-gaspi qui est en cours de réflexion en ce moment. Le référentiel est en train d'être défini et le label devrait voir le jour en fin d'année 2021, voire début 2022. On va maintenant accueillir Séverine Roulet-Furnemont, qui est directrice RSE et développement durable chez Pierre Fabre. Merci beaucoup Séverine d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les problématiques auxquelles vous faites face en termes de gaspillage chez Pierre Fabre? Quelles sont peut-être les catégories de produits les plus concernées par ces problématiques? Bonjour et merci de m'accueillir. Donc effectivement, il y a plusieurs raisons en fait liées au gaspillage. Déjà, il faut savoir que les produits cosmétiques, comme d'autres produits, ont des dates de péremption qui sont plus ou moins longues selon qu'on est sur des formes galéniques plutôt solides ou plutôt liquides. On a également toute une catégorie de produits qu'on appelle des produits saisonniers. C'est par exemple le cas des crèmes solaires, où là, on va avoir clairement un niveau de vente qui va être lié à la météo. Donc, selon qu'il a fait beau ou pas et à quelle période il a fait beau, on va avoir plus ou moins de stock en fin d'été de nos produits solaires. On peut avoir également
des pertes de parts de marché qui peuvent parfois être assez brutales, qui sont liées tout simplement au fait qu'il y a une innovation chez un concurrent. Il y a certains segments, surtout dans la cosmétique, qui sont très liés à l'innovation, que ce soit dans les anti-âges ou sur l'acné, par exemple. On peut avoir également des changements de statut réglementaire. Un exemple récent, pour le Covid, il a fallu fabriquer rapidement des gels hydroalcooliques. Pour ça, on a eu ce qu'on appelle un régime dérogatoire pour pouvoir les fabriquer sous statut cosmétique. Il faut savoir que tous ces produits qui ont été fabriqués sous statut cosmétique ne pourront plus être vendus à partir du 1er juin, puisqu'on passe sous un statut dit biocide. C'est exactement la même formule, mais comme ils ont été fabriqués sous ce statut réglementaire, ils doivent être écoulés avant. Donc, on se retrouve avec un stock de gel hydroalcoolique qui va d'ailleurs faire l'objet d'un don. Malgré des progrès dans les prévisions de vente, c'est vrai qu'on peut encore avoir des difficultés sur les prévisions de vente, même si ça s'est vraiment beaucoup amélioré ces dernières années, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Finalement, j'ai envie de parler aussi d'un cas très concret qui nous touche tous. En période de Covid, il faut savoir que notre rapport à l'hygiène a changé. Et il y a eu des changements assez radicaux dans toute l'hygiène qu'on appelle liée à l'interaction sociale. Tout ce qui est déodorant, maquillage, shampoing pour se laver les cheveux, on s'est moins maquillé, moins parfumé. Et sur certains secteurs, ça a été très visible. Hein, les parfums, enfin le maquillage, c'est moins 17%. Donc voilà, on a aussi ces événements-là récents qui font qu'on change brutalement nos modes de consommation. Et événements qui sont toujours d'actualité, effectivement. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les solutions que vous avez mises en place pour éviter justement le gaspillage de ces produits qui sont en surplus ou qui ne sont plus commercialisables? Alors, nous, on a commencé à travailler en fait avec Phoenix en 2017. On a d'abord travaillé sur tout ce qui est hygiène bucco-dentaire avec la marque Oral Care. Alors, Oral Care, ça vous parle peut-être pas, mais c'est des marques comme Eludril, Elgidium ou Inava, donc vendues en pharmacie. Et donc, pour effectivement donner les invendus de ces marques-là au réseau associatif de Phoenix. Et début 2021, on a décidé donc ensemble de faire une grosse opération sur plus de 250 palettes de produits étendues aux marques au Thermalavène, à Derma, Ducré, Chlorane ou René Furterer. Parce que ce qu'il faut comprendre chez Pierre Fabre, c'est qu'on a des produits d'hygiène classiques, mais on a beaucoup de produits traitants, de prise en charge de désordres dermatologiques. Et donc, c'est des produits où il faut vraiment monter le réseau associatif qui est adapté à la distribution de ces produits spécialisés. Donc là, on est ensemble en ce moment dans cette opération pilote où on a souhaité privilégier des associations locales, là où l'entreprise est implantée, notamment en Occitanie, mais également des associations comme Banlieue Santé, qui est implantée en Seine-Saint-Denis et qui distribue les produits plutôt en région parisienne ou sur Marseille. Et finalement, on regarde ensemble comment toucher à la fois des réseaux d'associations très développés sur le territoire, comme les Restos du Cœur ou la Banque Alimentaire, Pharma Solidaire, mais également des plus petites associations comme l'association du fer à cheval à Toulouse, qui aide les mères célibataires qui sont en grande difficulté. Oui, si je peux rebondir sur ce que vient de dire effectivement Séverine, les associations sont vraiment unanimes. La crise a généré une explosion des besoins d'aide alimentaire et non alimentaire, puisqu'elles ont vu les rangs de leurs bénéficiaires croître de 30 à 45% selon les associations. Et parmi les catégories de produits très recherchés par les assos, on trouve ces produits d'hygiène et produits pour bébés, parce que ce sont des produits qu'on retrouve assez peu dans les dons de manière générale, parce qu'il y a assez peu de casse en magasin. Et ce sont également des produits qui font parfois l'objet de politiques de retour, puisqu'ils sont capables de supporter logistiquement et économiquement un modèle de reverse logistique. Pour autant, ces produits représentent un besoin quotidien au niveau des associations. C'est vraiment
vraiment dans le top 3 des besoins assos qui nous sont remontés par nos partenaires. Même sur les produits de beauté, on n'y pense pas forcément spontanément, mais les assos ont de gros besoins. Sur le maquillage, par exemple, dans le cadre de leur mission de réinsertion, pour aider les femmes à retourner au sein de la société et à se réinsérer. Merci Marie. Je reviens à vous, Séverine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'organisation qui a été mise en place pour cette grosse opération? Comment ça se passe? Qui gère quoi? Alors, du côté de Pierre Fabre, ce que nous faisons l'inventaire en fait des produits qui vont arriver à péremption dans les 6 mois, de façon à avoir quand même une marge de manœuvre dans la distribution par rapport à la péremption de ces produits. Nous transmettons en fait la liste à Phénix. Nous pouvons également suggérer des associations, comme j'ai dit, notamment des associations locales vers lesquelles nous aimerions que soient ciblés ces dons. Ça permet dans cet échange également pour Phénix d'étendre son réseau de partenaires. Phénix après va mettre en adéquation la liste des produits avec les besoins de ces associations et va nous transmettre une liste d'associations. Dans le cas de cette opération, c'était environ une douzaine d'associations. Nous, on va transmettre cette liste en interne à la direction de l'éthique et de la compliance chez Pierre Fabre pour avoir un accord du directeur de l'éthique sur la liste d'associations préconisées par Phénix. Ensuite, les palettes vont être préparées par Pierre Fabre sur les recommandations de Phénix. Et c'est Phénix qui va organiser le transport et la livraison dans les associations. Oui, pour compléter ce que vient d'évoquer Séverine, pour nous, le premier enjeu dans la gestion du don de Pierre Fabre, c'est la volumétrie. On ne gère pas un don de 250 palettes comme on gère un don de 2 colis. Et donc, le premier enjeu, c'était de bien calibrer le nombre d'associations nécessaires à l'écoulement de ces palettes et sur les zones géographiques déterminées par Pierre Fabre, dans une logique en fait de développer à la fois l'ancrage local de l'entreprise et limiter également l'empreinte carbone du don. Donc pour ça, on a fait un gros travail de prospection également en amont, de façon à satisfaire à ce cahier des charges. L'enjeu numéro 2 pour Phénix, c'est également d'avoir le bon mix asso-produit et les justes quantités par association. Quelque part, donner, je dirais que ça semble assez simple, mais quand on veut donner les bons produits dans les bonnes quantités fléchées vers la bonne asso, là du coup ça commence un petit peu à se compliquer et c'est là que Phénix intervient. Donc nous, notre objectif premier, c'est satisfaire les associations, satisfaire également notre partenaire industriel, mais on ne veut surtout pas en fait déplacer le gaspillage de l'industriel vers l'association. Donc cette question de juste input, si je puis dire, vers l'association est extrêmement important. Dans la gestion du don, on gère également toute la partie administrative, la traçabilité et la conformité, de façon à satisfaire également aux obligations réglementaires. Ok, une question, autre question, Séverine, sur l'accueil de cette démarche de vos équipes en interne. Quel a été l'accueil de vos salariés? En fait, il y a clairement un très bon accueil de ce type d'initiative. Il est clair que donner est toujours plus satisfaisant que détruire. Donc, on a d'ailleurs beaucoup de salariés qui nous interpellent, parce que c'est pas la première opération qu'on fait de ce genre. Et donc, on est très interpellés, ils nous disent toute leur satisfaction. Et il faut savoir qu'au-delà de ces opérations, il y a tout un réseau également interne à l'entreprise avec des lieux de collecte qui se sont organisés dans les sites, où là, il y a des dons qui sont faits par les salariés pour des associations dans lesquelles les salariés Pierre Fabre sont engagés à titre personnel en fait. D'ailleurs, un exemple aujourd'hui était lancé en fait une collecte pour les enfants de Madagascar, qui est fait en lien avec un ancien international de rugby qui s'appelle Yann Delegue et avec le Castre Olympique auquel l'entreprise est très liée en fait. Et on voit que ces opérations de dons participent clairement à la fierté des collaborateurs, mais c'est aussi très fédérateur à l'intérieur de l'entreprise et également à l'extérieur de l'entreprise.
Super. Vous nous avez parlé de cette opération, grosse opération pilote sur 250 palettes. Est-ce que je peux vous demander ce que vous envisagez pour la suite en termes de gestion de vos invendus et produits non commercialisables? Oui, nous, clairement, c'était une preuve de concept pour nous, hein, pour effectivement dépasser le don de l'hygiène classique, on va dire, sur ces produits de soins et produits extrêmement techniques. Et je pense que, bon, on est tous satisfaits de l'opération et fort de cette expérience, on va bien sûr pérenniser le partenariat pour pouvoir continuer à alimenter ce réseau associatif qui s'est monté autour de ces produits de soins. Très bien, merci beaucoup. On va passer au second témoignage. Si vous avez des questions pour Séverine, n'hésitez pas à les indiquer dans la rubrique questions. On va maintenant écouter Jérémy Lombard, responsable logistique, et Félicie Fromentin-Tout-le-Monde, responsable RSE et communication interne chez Carambar & Co. Donc, vous aviez, Jérémy et Félicie, vous aviez en fin d'année dernière des chocolats et des bonbons en stock qui arrivaient hors contrat date sur votre usine Bondu dans le Nord, et vous avez organisé une grande vente anti-gaspi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix d'organiser cette vente sur l'application Phoenix? Bonjour à tous et merci de nous accueillir sur ce webinaire. Donc oui, comme vous le disiez, on avait un stock assez important sur des bonbons, sur du chocolat en fin d'année, où habituellement l'entreprise Lutti, le site de Bondu, était attaché à faire des ventes usines en fin d'année et aussi au printemps pour permettre de vendre tout ce surstock sur des produits avec des dates plus ou moins courtes et d'organiser un grand moment sur l'entreprise. Donc, contexte sanitaire oblige, le stock était toujours là, mais pas de possibilité de faire une grande vente sur le site de Bondu. Donc, début décembre, j'ai eu l'occasion de rencontrer les équipes Phoenix et on a discuté très rapidement pour trouver une solution pour pouvoir organiser ce nouveau type de vente et de créer vraiment une vente usine, mais digitalisée pour s'adapter au contexte sanitaire. Donc, on a fait une vente vraiment digitale avec un mode click and collect pour l'ensemble des clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'organisation sur place le jour J et en amont aussi? Ouais. Alors, c'est un événement qui a été très, très simple à mettre en place d'un point de vue opérationnel usine. On a fait un système très simple donc sur l'usine de Bondu avec un système de click and collect où les gens arrivaient avec leur smartphone, avec l'achat de paniers directement fait sur smartphone via l'application Phoenix. Et les gens donc passaient ces commandes en amont et quand ils arrivaient le jour de la vente, donc on a organisé ça un samedi, les gens arrivaient avec leurs commandes déjà sur le smartphone et venaient retirer leur colis directement sur le site. On a mis une petite équipe en place. On était 6-7 personnes pour organiser cette grande vente usine où on était sur un retrait de colis comme on peut avoir classiquement dans l'ensemble des magasins que maintenant se sont habitués. Voilà, donc très simple, un flux de voitures très simple à gérer. On a choisi une journée où c'était le moins pénalisant pour le site industriel. Donc, clairement, on a organisé une vente sur un site industriel où on a habituellement 350 personnes sur site. On a choisi de faire cette vente un samedi où l'activité était très, très, très réduite. Et donc, ça nous a permis d'avoir l'accès facilement au parking pour que les consommateurs puissent venir avec leur voiture et retirer ces colis. Et c'était une opération, on va dire, qui durait pour un consommateur 1 à 2 minutes, pas plus. Ok. Du coup, vous disiez que vous êtes habitué à organiser des ventes standards à l'usine chaque année. Là, c'était votre première vente en mode click and collect sur l'application. Est-ce que vous pouvez nous dire quels avantages ça vous a apporté? Est-ce que vous avez quelle comparaison vous avez pu faire entre les deux modèles de vente? Ouais. Alors, c'est totalement différent, mais clairement, la seconde expérience, donc expérience en mode click and collect de l'application, on a trouvé beaucoup d'intérêt. Honnêtement, beaucoup plus facile à organiser, où on a pu maîtriser l'ensemble des personnes qui voulaient venir sur notre site, où habituellement, c'est une vente où on ne connaissait pas le nombre de personnes qui pouvaient venir, mais on avait des ventes assez importantes où on avait un gros flux de personnes à gérer sur un site. On ne savait pas non plus ce qu'on allait vendre. On était obligé d'avoir des caisses, de la manipulation d'argent sur un site.
et un grand flux de personnes à gérer. Donc là, on a vraiment résolu toute cette problématique qu'on peut rencontrer sur un site industriel où on a pu gérer nos flux, gérer aussi les équipes dans l'organisation beaucoup plus réduite par rapport habituellement. On pouvait avoir 40 à 50 personnes qui étaient dans cette organisation de vente, qui prenaient quelques jours en amont et aussi très mobilisateur en termes d'horaire. Là, on a vraiment résolu toutes ces questions, on a vraiment simplifié ça et clairement, le sujet de manipulation d'argent a été aussi totalement réduit. Donc, l'ensemble des colis était préparé en amont et on a voulu rentrer vraiment dans une logique anti-gaspi et complète. Pour vous expliquer, on avait donc des bonbons avec des produits avec des déluaux assez courtes, mais on a aussi utilisé l'ensemble des packs qui étaient destinés qui n'étaient plus utilisés. Au lieu de les jeter, ils ont été utilisés pour constituer des packs avec un mix de bonbons à l'intérieur qu'on a pu composer au préalable. Et pour rentrer dans une logique vraiment dans l'anti-gaspi, alors je vais mettre des guillemets dans ça, parce que j'aime pas trop utiliser ce terme, mais on va dire on a fait aussi travailler des ESAT pour vraiment conditionner ce colis et rentrer dans une logique anti-gaspi complète. Donc, pour revenir sur cette comparaison, un moment simple, très efficace, rapide, où finalement on est dans une organisation plus une vente en mode logistique click and collect. Très bien. Une question peut-être maintenant pour Félicie sur les résultats de cette opération. Est-ce que vous avez quelques chiffres clés peut-être à nous partager? On ne vous entend pas, Félicie. C'est bon? Oui. Ouais. Donc oui, carrément, bonjour à tous. Donc oui, sur les résultats, on a été super contents, on a eu de très beaux résultats. Pour vous donner juste quelques chiffres, on a vendu plus de 1200 paniers, ce qui fait à peu près 4 tonnes de produits finis. Donc tout ça en 4 heures, avec un chiffre d'affaires de 15 000 €, donc ce qui est quand même non négligeable. Et pour vous dire aussi un petit peu comment est-ce qu'on a construit l'offre et les différents mix produits qu'on avait voulu faire, en fait, l'idée, c'était quand même de se dire que c'était un premier test and learn. On savait que c'était quelque chose qu'on voulait faire. Donc, on s'est dit, prenons cette première opportunité-là pour penser différents mix, différents volumes, différents produits, différents taux de remise pour voir un petit peu ce qui part plus ou moins. Et justement, derrière, en tirer les enseignements. Donc, on avait par exemple des colis 100% bonbons, des colis mix bonbons choco, des colis 100% choco, des colis de 2 kilos et des colis qui allaient quand même jusqu'à 6 ou 10 kilos. Avec des remises qui allaient globalement entre 38 à 60% en fonction des colis et des prix de vente entre 10 à 15 € pour les plus petits colis et après on pouvait passer au-dessus de 30 €. Et ce qui a été top pour nous, c'est de voir qu'en fait, on avait 4 colis principaux, en gros, qui étaient sur du chocolat et du bonbon mixé ou 100%. Ils sont tous partis à 98-99%. Enfin, tout s'est vraiment écoulé très, très vite. Les ventes ont été ouvertes à minuit, le jour J. Et bon, Jérémy en parlerait mieux que moi, mais on a vu vraiment les paniers partir entre minuit et 8 heures du mat. Donc avec un taux d'écoulement de quasi 100% sur les 4 principaux. Même sur des colis, pour vous donner un ordre d'idée, on avait quand même un colis, c'était 6 cubots de 1 kg de bonbons. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais c'est quand même 6 grosses boîtes en plastique comme ça d'un kilo, donc ça fait 6 kilos de bonbons. Et ça, c'est parti à 99%. Donc vraiment un super taux d'écoulement. Je pense qu'on a rajouté, si je dis pas de bêtises, le jour J un dernier colis tellement en fait tout s'était parti. La seule chose qui est peut-être un peu moins bien partie, c'est un produit qui est moins connu chez nous qui s'appelle Tritz, qui est une petite cacahuète enrobée de chocolat. C'était 24 sachets, donc c'était aussi des gros volumes. Hein. Et ça, pour le coup, on a eu des taux de revente en dessous de 50%. Mais voilà, vraiment tous nos produits phares et les colis principaux qu'on s'était donnés se sont écoulés très rapidement. Et ce qui est chouette aussi, c'est d'avoir vu qu'on avait une super note des consos, puisqu'ils peuvent noter en fait sur l'application leur expérience. Et on a une note, je ne dis pas de bêtises, de 92 sur 5, je crois. Donc voilà, donc aussi un bon retour consommateur là-dessus. Ok, de super résultats. Bravo. Une question peut-être pour Jérémy sur la mise en place du projet en interne. Est-ce que vous avez rencontrer des obstacles, des freins à la mise en place de ce projet au niveau notamment, je pense à l'usine? Oui, tout à fait. Alors, on a rencontré, pour la mise en place de cette opération, on a eu des moments d'euphorie et des moments de doute. L'idée par cette opération, on a eu des sponsors, les membres du COMEX qui nous ont soutenus dès le départ, moi et Félicie, pour dire go, on y va sur cette opération parce que clairement, c'est vraiment canon et on est innovateur sur ça, donc allons-y. Par contre, d'un point de vue usine, on va dire, codir usine, beaucoup plus de réticence qu'on peut comprendre par rapport à un public sur un site industriel, sur des enjeux qualité, sécurité. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'échanges et la solution et l'application, le mode qu'on a voulu mettre en place, ce mode click
click and collect a vraiment répondu à toutes les attentes d'un point de vue sécurité et qualité sur un site industriel en face. Donc, beaucoup d'échanges et clairement, par rapport à une vente plus traditionnelle qu'on a pu connaître avant avec des visiteurs sur un site, là, le mode click and collect a vraiment répondu à un enjeu et à un besoin qu'on cherchait à trouver une solution nouvelle pour organiser ce type de vente. Donc, vraiment un super moment. Ok, une question communication maintenant. Donc, plutôt pour vous, Félicie, quelles actions de communication est-ce que vous avez réalisées en amont de l'opération? Je pense à la communication externe, mais aussi interne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces aspects-là? Oui, alors sur la partie communication, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, on avait entre guillemets une double inquiétude entre guillemets. Comme le disait Jérémy, en fait, Bondu historiquement a l'habitude de ces ventes usines qui étaient du coup réalisées annuellement et qui commencent à être quand même assez connues en local, que les locaux attendent. Et qui est vraiment quelque chose où, je vais dire que c'est assez automatique, mais ils savent comment ça se passe, ils ont l'habitude, c'est réalisé tous les ans. Donc, le premier enjeu qu'on avait, c'était comment est-ce qu'on va faire comprendre qu'en fait, on n'est pas sur ce modèle-là et qu'on est sur un click and collect. Et donc, d'éviter qu'en fait, on ait un flux massif de personnes qui arrivent, comme c'était les années précédentes, sans avoir téléchargé l'appli, sans avoir précommandé son panier, et en disant, en fait, on a vu rapidement la com, c'est la vente classique, etc. Donc, ça, c'était quand même notre premier enjeu, c'était de faire comprendre le click and collect qui était assez différent. Et le deuxième enjeu, c'était qu'en fait, les paniers ouvrent le jour J à minuit. Donc, nous, on avait un peu une inquiétude de se dire, est-ce que les gens vont vraiment se mobiliser, c'est-à-dire se connecter à minuit ou à 5 heures, enfin, ou à 6 heures, venir s'organiser le jour J pour aller chercher leur colis, parce que il faut quand même se dire que l'usine n'est pas en plein centre-ville, donc ça nécessite de prendre sa voiture, ça nécessite de s'organiser un petit peu. Donc, la communication, on l'a vraiment axée de façon assez didactique sur bien expliquer comment ça allait se passer, que c'était un click and collect, qu'il faudrait venir, que c'est ouvert à minuit, etc. Et on a complètement pris la parole, c'était samedi la vente, si je ne dis pas de bêtises, à partir du lundi ou mardi de cette semaine-là. Conjointement, et Phoenix et nous, au Carambar & Co, via nos réseaux Lutti. Donc, on a envoyé, nous, des newsletters, Phoenix aussi. On a fait des posts Facebook, des posts Instagram. Je sais que Phoenix a aussi fait des pushs géolocalisés pour pouvoir aussi, justement, parler de l'opération sur les gens en interne, enfin, en local, pardon. Et en fait, c'est vrai qu'on a vu que, et c'est là où on sait qu'on a la chance d'avoir une communauté locale qui connaît bien ses produits, qui sait faire de ses produits et qui est attachée encore une fois à ces ventes-là, parce qu'on a vu qu'en fait, très rapidement, à partir du moment où on a commencé à prendre la parole en digital et puis via aussi nos newsletters, les gens se sont inscrits sur le compte. On peut mettre le compte en favori, en fait. Ils se sont inscrits et on a vu, je crois qu'on est monté jusqu'à 2500 ou 2600 favoris sur le compte en 3 jours. Ce qui était assez énorme. Donc, on a vu l'attrait tout de suite. Et du coup, on a peu activé au final le réseau RP. On a fait une toute petite com, mais en fait, on a vu que ça prenait bien aussi de par nos réseaux IA Phoenix et nous, Carambar & Co via Lutti. Et puis, en interne, c'est pareil. On l'a au final peu communiqué en amont parce qu'on était sur une phase de test and learn. Et comme je vous disais, on avait aussi quelques inquiétudes et quelques doutes. Mais a posteriori, quand on a vu les résultats et puis l'engouement que ça avait créé sur place, ça a été aussi un vrai levier pour nous de pouvoir le partager en interne, de dire que voilà, c'était un premier test, mais qu'on était super contents des résultats et que oui, Carambar & Co, on avait trouvé une action aussi concrète de s'engager sur l'anti-gaspi. Super. Et la suite? Est-ce que vous envisagez de reproduire ce type d'opération? Est-ce que vous envisagez de le faire sur d'autres sites? Alors, je vais répondre pour une première partie et Félicie pourra peut-être prendre la suite. Non, vraiment, c'était une superbe expérience personnelle et aussi une expérience très riche pour l'entreprise, comme on l'a dit, vraiment fédérateur, où tout le monde a pris du plaisir en ce moment. Et aussi, nos consommateurs étaient super contents de ce type d'opération et de l'engagement aussi de Carambar & Co sur ce type d'opération. Donc, non, beaucoup de bénéfices autour de positifs sur cette opération. Et oui, la volonté d'étendre, de refaire et de peut-être de trouver une nouvelle forme aussi avec des ventes peut-être plus régulières qu'on pourrait peut-être imaginer. Là, c'est en cours de réflexion. Non, mais pour compléter sur ce que dit Jérémy, enfin voilà, le bilan, il est très positif. Ça peut potentiellement, malheureusement, pas se déployer sur toutes nos usines. Nous, ce qu'on aimerait justement, c'est se dire comment est-ce qu'on peut déployer ça sur toutes nos usines sur le territoire français.
Comme l'expliquait Jérémy, ça nécessite quand même une organisation, une certaine structure. Donc, ça peut pas se déployer de la même façon partout. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu de l'engouement. En fait, triple bénéfice pour nous. Jérémy qui était sur place, toutes les équipes, ils ont passé un super moment. Les consommateurs, il y a eu un super retour. Et j'ai envie de dire aussi pour la planète, parce que ça nous a quand même permis d'éviter de jeter 4 tonnes de produits finis. Donc à voir pour la suite, mais en tout cas, de belles perspectives. Ok, très bien, très clair. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous propose qu'on passe aux questions. On a quelques questions sur le chat. Donc, Emmanuel qui nous demande pourquoi avoir opté pour une ouverture des ventes à minuit et pas à 20h la veille, par exemple. Eh bien, peut-être Marie. Oui, alors là, ce que vous évoquez, merci pour cette question, Emmanuel. Ça me permet de, de faire un peu de teasing pour les développements de l'app. L'avantage de l'app Phoenix, c'est qu'elle est française. Donc, on a pas mal d'agilité sur les fonctionnalités qu'on veut développer. Et ce que vous évoquez, Emmanuel, c'est tout simplement une fonctionnalité de pré-réservation qui sera disponible à partir du mois de juin sur l'application. Donc, il sera possible de solliciter la communauté aux abords du site, bien en amont en fait de la vente, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines avant, de façon à faciliter notamment la mise en œuvre opérationnelle des paniers et d'avoir justement ce laps de temps nécessaire au calibrage de la volumétrie par rapport aux besoins des consos. Ok, on avait une autre question de Bérangère. Est-ce que le téléchargement de l'appli a été un frein par rapport à votre cible? Donc, question pour Jérémy ou Félicie. Non, clairement, on n'a pas rencontré aucune difficulté le jour de la vente usine. On va dire 98% des personnes sont venues sur le site avec l'application. On avait permis d'écouler, comme l'a dit Félicie, à 8h30 du matin, l'ensemble des paniers étaient pratiquement vendus. Donc vraiment, clairement, on a atteint notre cible très très facilement. Clairement, si on avait eu plus de volume, on savait pas trop comment faire cette première opération. On est parti sur des quantités de 200 colis par référence, plus ou moins. L'application n'a pas du tout été un frein et même une simplicité par rapport cette année a été très particulière pour beaucoup de consommateurs et l'application est devenue vraiment quelque chose de quotidien et facile. Et vraiment, les gens ont vraiment apprécié ça. Ça a permis de limiter les contacts lors du retrait, pas de paiement sur place. Donc non, aucunement, et clairement, ça s'est passé très facilement et même très bien. Ok. On a une question de Julien qui nous dit « Super opération, l'avez-vous limité au personnel l'outil ou au grand public ?» Donc, c'était clairement ouvert au grand public. Oui. Et il nous demande si vous avez eu à faire face à des acheteurs stalkers. Non. Et peut-être, autre question qui rejoint la précédente, une question de Jérôme. Avez-vous constaté des reventes illégales? Reventes illégales. Alors, il n'y a pas eu clairement, les personnes qu'on a vues venir sur le site, c'est des gens qui venaient retirer 1, 2 ou 3 paniers. On n'a pas vu des personnes qui arrivaient pour dire je prends 50 paniers au seul coup. Donc, non, c'était des petits paniers avec 8 à 15 sachets de bonbons selon la composition. On n'a pas vu, j'ai rien vu sur les réseaux sociaux ou sur les choses comme ça. Non, il n'y a rien eu. À ma connaissance, non. J'en ai pas du tout entendu parler. Alors, si je peux juste compléter du coup ce que vient de dire Jérémy, on a une fonctionnalité dans l'app qui permet, si l'industriel le souhaite, de limiter le nombre de paniers par personne. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, c'est au maximum 1 panier par personne, ce qui évite les phénomènes de stockage qui peuvent éventuellement survenir sur certaines typologies de produits. Et par rapport à l'autre question de Julien sur le fait de limiter la vente sur une communauté. Là, ça n'a pas été le cas, clairement, mais on est capable de le faire. Donc, on peut dire, voilà, si l'usine Lutti souhaite faire une vente au personnel Lutti, on peut restreindre, en fait, on a aujourd'hui cette fonctionnalité de faire un système de vente privée sur une communauté ciblée. Merci Marie.
Une question pour Séverine, une question d'Anne-Laure. Lors de ces opérations, récupérez-vous les produits pour des dons en point de vente ou depuis les centrales? Comment aider les clients à participer? Alors, je veux bien lire la question parce que ça a coupé quand tu me l'as posée. Lors de ces opérations, récupérez-vous les produits pour des dons en point de vente ou depuis les centrales? Comment aider les clients à participer? Ok, alors en fait, il y a deux types d'invendus. Il y a les stocks chez Pierre Fabre. D'ailleurs, je réponds à une autre question que j'ai vue dans le chat en même temps. Comment faites-vous l'inventaire? Donc, effectivement, c'est par nos systèmes d'information. On va repérer tous les produits qui vont avoir une péremption à 6 mois pour pouvoir les offrir aux dons. Et après, on a effectivement des retours des pharmaciens. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le pharmacien seul face au problème des invendus. Donc, on peut avoir même jusqu'à une reprise commerciale des produits. Donc, on a ces deux gisements, aussi bien donc, les stocks d'invendus qui sont chez nous que les stocks de nos clients. Du coup, ça va être deux flux qui vont être gérés différemment, puisque ce qui est en stock chez nous, c'est déjà sur palette, c'est déjà des lots constitués de produits. Alors que chez les retours pharmaciens, c'est plus hétérogène. Donc, ça va être en priorité ciblé sur du don aux salariés. Donc, on a 2 opérations annuelles de dons fléchées vers les salariés Pierre Fabre. Et après, ça va être pour des opérations plus ponctuelles, le retour direct de pharmacie, comme une opération qu'on a menée en début d'année avec la région Occitanie pour soutenir les étudiants boursiers. Il y a eu 5000 kits qui ont été constitués de ces retours de pharmacie à destination des étudiants d'Occitanie. Ok, très bien. Merci Séverine. On a une question de Pauline pour Jérémy ou Félicie. Est-ce que le système de vente s'est révélé rentable ou intéressant versus un simple don, versus le temps investi par rapport au revenu de 15 000 €? Aviez-vous d'autres objectifs au-delà du ratio bénéfice-coût? Alors, sur cette opération, ce qu'on peut retenir, c'est que on n'a pas perdu d'argent et on n'en a pas gagné. On a fait une opération nulle. Voilà, c'était l'objectif qu'on avait et qu'on voulait un peu respecter. De voir. Et puis on était vraiment dans une vente test and learn, vraiment d'apprendre comment on pouvait mettre ça en place. Mais voilà, sur cette opération, ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, il n'y a pas eu de gain ni de perte. Et voilà. Et pour revenir un peu sur le dos, c'était quelque chose. On avait fait pas mal de dons depuis le début de l'année chez l'UTI et on voulait vraiment trouver une solution un peu différente aussi sur nos ventes usines qu'on faisait avec des personnes sur site. Et donc, vraiment, on était dans l'objectif de test and learn sans perdre de l'argent sur ce type d'opération, mais ni en gagner. Voilà. Et vraiment, il faut retenir que c'est vraiment un moment d'entreprise aussi qu'on voulait mettre en place. Voilà, un moment pour être avec nos consommateurs et aussi nos salariés en interne qui ont trouvé vraiment cette opération très intéressante sur tous les sujets. Et je rebondis juste, sur ce que tu dis, Jérémy. Vraiment, c'est un point important. On n'a pas vocation à ce que ça remplace les dons. C'est pas du tout ça l'idée. Hein. C'est vraiment complémentaire aux dons. Et ça, on en est quand même assez convaincus. Et en effet, je pense qu'on avait peut-être sous-estimé en amont le bénéfice interne de ça nous permet d'être sensibilisés. Là, je pense qu'on va pouvoir aussi commencer à en parler beaucoup plus, etc. Donc, sensibiliser en interne sur ces sujets-là. Et comme l'a dit Jérémy, de mobiliser et de passer c'est aussi un moment de team building au final, parce que là, c'est vrai que c'était sur base du volontariat. Donc, ceux qui sont là, ils sont forcément contents de le faire et ils ont passé un super moment. Et je peux vous dire, juste pour compléter la question aussi, le CODIR qui était un peu plus réticent sur un site industriel pour dire, zut, vous allez faire une opération quand même grand public sur un site industriel. Le lundi de la vente, tout le monde, donc certaines personnes sont venues pour voir comment ça se passait. On a eu un retour très positif par rapport à ça et pour dire, non, cette opération a vraiment été canon sur cet aspect qualité et sécurité. Très bien. Peut-être on va prendre une dernière question de Caroline pour Séverine. Est-ce que dans le cas de dons directs pour Pierre Fabre, vous vous mettez des dates limites versus péremption? Alors que ce soit le don direct ou pas le don direct, en fait, c'est tout le travail qu'on a fait justement avec Phoenix, de travailler sur ces dates de péremption.
Parce que vous avez des produits qui vont être en usage immédiat. Je pense à un shampoing, un dentifrice. Donc là, il faut qu'il ait une date de 3 mois avant sa péremption. Et sur certains produits, on ne prendra pas le risque, comme par exemple des produits solaires, où on ne sait pas s'ils vont être utilisés dans les 3 mois, 5 mois ou 6 mois. Donc là, on ne prendra pas le risque de s'approcher des dates de péremption. Donc je serais tentée de dire que la décision, elle dépend de l'usage, en fait, de l'usage, de la saisonnalité du produit et ce pourquoi il est fait. Si c'est pour être fait dans un usage d'hygiène immédiat ou si c'est un produit traitant. Ça va être vraiment du cas par cas. Et c'est tout ce travail, en fait, hein, que l'on fait pour déterminer les dons, en fait, le meilleur don pour la bonne association dans les meilleures conditions pour la sécurité des utilisateurs. Très bien, merci beaucoup Séverine. Je vous propose qu'on arrête là pour les questions-réponses. De notre côté, on note toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu et on vous y répondra. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement à Marie. L'adresse s'affiche sur la présentation. Je te laisse, Marie, peut-être faire un petit mot de conclusion. Oui, déjà merci à tous. On est vraiment super ravis et très heureux d'avoir des témoignages de nos partenaires. Côté Phoenix, nous, on a vraiment apprécié de travailler sur ces dispositifs, que ce soit avec Pierre Fabre sur le don ou avec l'UTI sur la revente. J'en profite aussi pour vous remercier à nouveau parce que vous nous faites aussi évoluer sous l'impulsion de l'UTI. Voilà, on a développé cette fonctionnalité de pré-réservation qui devrait être disponible incessamment sous peu. Et Pierre Fabre nous permet aussi d'étoffer aussi notre réseau d'associations. Donc, c'est vraiment du partenariat tel qu'on le conçoit et tel qu'on aime à le faire. Moi, en conclusion de ce webinaire, ce que je retiens, c'est que, vous l'avez vu, ces projets, ils sont souvent portés par des personnes convaincues par la nécessité de faire bouger les lignes, en fait, de faire bouger les choses au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours facile. Ce sujet de la gestion des invendus est généralement un peu éparpillé, un peu dans les mains de tout le monde, mais finalement souvent dans les mains de personnes de façon très précise. Alors qu'il y a une vraie prise de conscience, on le voit chez tous les industriels, sur le fait que leurs invendus ont bien plus de valeur, à la fois sociale mais aussi économique, que ce qui est fait parfois de façon un peu historique et habituelle. L'enjeu, il est important, on l'a vu, c'est plus de 0,5% du chiffre d'affaires, parfois 10% du résultat. Et moi, le message que je voudrais donner en conclusion, faire passer, c'est que ce soit le don aux associations ou la revente en direct to consumer, des solutions existent, mais il faut pouvoir les piloter et apporter finalement le même niveau d'exigence et d'excellence opérationnelle à ces sujets qu'à n'importe quel projet dans l'entreprise. Vendre, c'est un métier. Vendre en direct to consumer, c'est aussi un métier. Et donner, c'est également un métier. Donc, certains industriels font le choix de gérer ces sujets en interne avec des ressources dédiées. D'autres font le choix de faire appel à un tiers spécialisé. Les deux modèles existent et ils ont chacun leurs avantages. Et du coup, c'est un autre sujet qui fera sans doute l'objet d'un prochain webinaire. Et en conclusion, merci beaucoup aussi à tous les participants et à vos questions. On est super heureux de ce premier webinaire et de votre participation à tous. Merci Marie, merci Séverine, Jérémy, Félicie, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et effectivement, on vous donne rendez-vous pour de prochains webinaires. Il y en aura d'autres sur des sujets complémentaires. Donc, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.